Bonjour à toutes et à tous, un grand merci pour l'invitation. Je suis ravi d'avoir l'occasion de présenter cette recherche. Un grand merci Louise pour l'invitation et l'organisation. Comme tu l'as dit, je suis professeur à Neoma et je suis également associé à Mosaïque. Et donc c'est un Mosaïque, l'équipe de recherche en créativité et management de l'innovation d'HEC Montréal. Et c'est une recherche qui est réalisée avec Patrick Coindé. Donc là, l'idée, de cette présentation, donc ça va porter sur effectivement sur l'industrie du vin et plus particulièrement, sur le cas de la Champagne et l'objectif, c'est de réussir à comprendre comment, se fait cette transition et comment on peut et quel est le rôle des communautés dans la transformation d'une industrie. Alors le point de départ, hein, c'est, le multi-level perspective des études de transition. Donc je ne sais pas exactement si vous êtes familier ou pas, de ce courant théorique. Mais l'idée, en fait, c'est un courant très présent en Europe. Il y a eu notamment hein, la première édition du colloque de ce courant à l'étranger, c'était à Ottawa en 2019. Euh, et donc, l'idée, c'est de considérer qu'on a des pressions qui viennent de l'extérieur, donc ce qui est appelé le landscape, là, le paysage qui vont appliquer une pression au changement enfin tout ça c'est un système sociotechnique, et donc qui va appliquer une pression au changement et qui va générer des niches d'innovation qui vont se positionner par rapport au régime technologique qu'on voit au milieu, où le régime technologique, ou le régime sociotechnique, pardon, c'est le niveau des pratiques installées, c'est-à-dire les façons dont les grands acteurs organisent, etc., etc. Et donc les niches d'innovation sont a priori des pratiques d'innovation radicale, même si dans certains cas on s'aperçoit qu'elles peuvent être incrémentales, et qui vont chercher à se positionner par rapport au régime, si on a en gros deux grands extrêmes, soit vraiment de réussir à s'insérer simplement dans le régime sans le transformer, soit des niches d'innovation qui vont porter la promesse d'une transformation radicale du régime sociotechnique. Alors, traditionnellement, dans les études de transition, on a, en tout cas, sur la façon dont les systèmes sociotechniques se transforment et donc les régimes se transforment, on utilise des voies de transition. Donc là, c'est plutôt la littérature en termes de transition pathways, où là, on a plutôt une vision méso du processus de diffusion des niches, où on a une reconstruction a posteriori des processus, ou en tout cas de la trajectoire qu'a suivi une innovation et qu'a suivi une niche, euh, où on a des idéotypes donc, qui sont basés sur la conjonction d'institutions, de technologies et de réseaux, et on a des débats émergents autour des stratégies d'acteurs et sur le rôle, l'agence, l'agency, le rôle du pouvoir aussi qu'ont les acteurs sur l'influence de cette conjonction. Mais ce qu'on voit, notamment, hein, même dans la typologie de Gill et al. De 2016, hein, qui est une revisite de l'ensemble de cette typologie, c'est qu'on a une forme de déterminisme technologique qui est finalement assez forte. Et dans ce courant, on a un débat, on a de plus en plus de publications sur la question des organisations ou des comportements spécifiques de ce qui se passe entre les niches et les régimes et ce qu'on pourrait qualifier donc d'une analyse stratégique et organisationnelle de la transition de la niche au régime. Donc on a notamment toute une série de travaux depuis la fin des années 2010, donc vraiment le grand papier c'est Kivima 2009, sur la question des intermédiaires de transition, c'est-à-dire des organisations un peu comme RQRAD par exemple, qui peuvent avoir un rôle dans la diffusion de pratiques, dans la connexion entre acteurs, etc. Donc on a ces travaux-là. On a évidemment la question du rôle du pouvoir aussi, notamment pour les acteurs installés, de leur capacité à influencer la sélection en faveur de certaines niches d'innovation ou d'autres. Par exemple, ça, je l'avais vu notamment dans des cas sur les plastiques biodégradables, dans d'autres études. Évidemment, on a l'introduction depuis quelques années d'une réflexion en termes de comportement stratégique, mais c'est pas du tout une littérature qui est en lien avec la question du management de l'innovation, etc. Et on a évidemment des travaux en termes de communauté d'innovation grassroots, en sachant que cette littérature, quand elle travaille sur ces innovations-là, a un a priori très favorable sur la question technologique et s'interroge relativement peu sur les portées et les limites des interactions stratégiques des acteurs. Donc il y a un certain nombre de limites quand même, hein. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une analyse ex post des trajectoires de transition, où du coup on a beaucoup de mal à saisir le processus. Donc là j'ai noté hein, qu'il y avait une analyse limitée de la transformation du régime, assez paradoxalement, c'est-à-dire on dit bon on a un régime qui a évolué, si tant est qu'on arrive à observer des régimes qui changent,
mais ça, c'est une autre question. Mais finalement, on a une analyse limitée de la transformation du régime, parce qu'on n'a pas le processus en tant que tel de transformation du régime. Et la proposition de l'étude, c'est de dire que finalement, on n'arrive pas à comprendre complètement le processus de transformation des régimes, parce qu'en fait, on ne comprend pas ce qui se passe entre les niches technologiques et les régimes sociotechniques. Qu'à partir de là, on s'est posé 2 questions. Premièrement, comment on pouvait analyser le processus de transition entre niche et régime et de comprendre quel était le rôle des interactions entre acteurs pour structurer l'évolution du système sociotechnique. Et on a pris le cas de l'appellation Champagne. Alors, après cette introduction, j'en arrive au cadre théorique. Et on peut passer d'une approche, d'une multi-level perspective à une autre. Vous m'excuserez, j'ai pas traduit cette slide-là. Et notamment avec un produit, j'ai envie de dire, un produit québécois qui s'exporte très bien dans la littérature de management de l'innovation, qui est cette représentation multiniveau, qui a été notamment développée par Patrick Coindé et Laurent Simon, autour de l'idée que des écosystèmes d'innovation, et que déjà sur une terminologie, on est relativement proche. On a un upper ground qui est le niveau des acteurs installés, les grandes entreprises, etc., les pratiques, où on a essentiellement des innovations incrémentales. On a le niveau de l'underground, où on a plutôt des approches, où là, on va avoir des innovations radicales, avec des acteurs marginaux, etc., très isolés les uns des autres. Et entre les deux, on a le middle ground qui émerge et qui est l'espace de structuration des communautés d'innovation qui vont permettre la transformation de l'upper ground. Et le middle ground est structuré par 4 grands building blocks, si je peux les appeler ainsi. Alors, on a les spaces, qui sont les motifs cognitifs qui sont partagés par l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire, par exemple, des acteurs qui vont avoir différentes représentations de l'agriculture soutenable, mais par exemple, sur la question de l'agriculture soutenable ou de la viticulture soutenable, vous savez qu'il y a, je sais pas, 3 ou 4 grandes façons de le voir, et que les acteurs qui appartiennent à ces communautés-là vont avoir certaines façons de le voir. Et ces communautés-là vont se retrouver dans des événements particuliers qui vont notamment participer à structurer aussi ces espaces cognitifs, à structurer les relations de la communauté, etc. Elles vont aussi partager des projets, notamment des projets de recherche, et en ça, notamment toutes les questions d'appel à projets, etc., sont très structurantes, on le verra dans le cas de la Champagne. Et il y a aussi la question des places, c'est-à-dire des endroits particuliers où il va se passer des choses, et ces endroits en particulier sont un peu de place to be, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire l'endroit où il faut être, et c'est l'endroit où les acteurs vont se rencontrer, ce qui va aussi participer à structurer donc les spaces, les projets, les événements. Alors, on a ces 2 représentations, côte à côte et finalement, on voit qu'on peut relier les représentations entre elles. Alors, ce qu'on retient du multi-level perspective, c'est alors, on écarte le paysage, mais ça, c'est quelque chose d'assez commun dans la littérature en études de transition, puisque donc il y a des débats sur la question du paysage et cetera et il est relativement peu défini. Et on voit qu'on a évidemment le régime sociotechnique qui correspond à la vision de l'upper ground en termes d'écosystème d'innovation, et on a les niches technologiques qui correspondent au niveau de l'underground. Et finalement, la question du middle ground répond bien et permet de répondre à la limite aussi du MLP, du multi-level perspective, MLP, qui est de dire que finalement le régime organise un environnement de sélection. Sauf qu'on ne sait pas comment cet environnement de sélection est organisé. Et donc le fait d'avoir l'approche par les middle ground permet donc d'essayer enfin, fournir une perspective qui permettrait de comprendre ce qui se passe entre niche et régime. Alors, donc là, la façon dont on peut analyser le processus de production d'innovation environnementale dans cette vision-là, ça va être de considérer qu'on a des acteurs qui font face à la contrainte de produire des combinaisons originales de fragments de connaissances dispersés, c'est-à-dire des innovations. Donc ils doivent assembler des nouvelles connaissances. Et ils ont une contrainte supplémentaire qui est la contrainte de soutenabilité, où en plus, les ressources naturelles, et ça c'est pas un réseau de recherche sur l'agriculture que je vais l'apprendre, heu, ont un rôle à jouer parce que les ressources naturelles ont leur cycle et du fait du changement climatique, ce cycle est également perturbé. Et par ailleurs, ces acteurs-là doivent identifier les connaissances dont ils ont besoin à partir de la façon dont ils se représentent le futur, dont ils se représentent le changement. Ils doivent identifier des connaissances qui sont dispersées à la fois au niveau local et au niveau global. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, je travaille aussi sur la Nouvelle-Zélande,
Et donc, finalement, il y a des viticulteurs néo-zélandais qui, en visitant Champagne, ont découvert des techniques dont ils n'avaient jamais entendu parler, mais ils ont dû venir jusque-là pour réussir à découvrir ces techniques-là. Heu et donc les innovations émergent dans l'underground et suivent un processus de structuration dans le middle ground, ce que j'expliquais juste avant et donc qui vient cristalliser des pratiques qui sont radicalement nouvelles et qui sont structurées par des communautés. Et là, on a 2 éléments qui vont jouer un rôle majeur. Premièrement, on a, le manifeste, le manifesto, c'est-à-dire des textes, des représentations qui vont définir ce qu'est le projet de la communauté, quelle est la vision de la communauté. Autrement dit, l'agriculture biologique versus, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique a son manifeste, donc elle a sa représentation et cetera et ensuite, ce manifeste est traduit dans une grammaire, qui va un codebook, c'est-à-dire qui va fournir les outils d'action. C'est-à-dire que si vous êtes un agriculteur bio, un viticulteur bio et cetera, vous n'allez pas utiliser les mêmes techniques en conventionnel évidemment et en même temps, vous n'allez pas être exactement le même non plus que quelqu'un qui sera en biodynamie et ou alors quelqu'un qui sera, en agriculture régénératrice ou en viticulture régénératrice. Donc, on a bien cette idée qu'on a des représentations qui ont un rôle à jouer, qui structurent la communauté. C'est-à-dire, on a des acteurs qui adhèrent à une représentation, à un manifeste, et ça structure une façon de faire. C'est-à-dire que certes, toutes les techniques sont on voit notamment dans la littérature en agronomie ou en chimie, c'est pareil, la liste des techniques qui sont possibles, sauf que ensuite, du point de vue de l'exploitation, du point de vue de l'entreprise, toutes les techniques ne sont pas acceptables. C'est-à-dire, quand vous êtes une grande par exemple, je pense à une grande maison, une très grande maison de champagne, vous produisez des millions de bouteilles. Passer en bio, c'est très compliqué parce que, certes, les techniques, vous les connaissez, mais c'est très compliqué parce que ça pose des défis organisationnels. À l'inverse, quand vous êtes une toute petite exploitation sur 3 ou 4 hectares, c'est très compliqué de viser des économies d'échelle qu'une très grande maison de champagne peut viser. Donc évidemment, vous n'allez pas chercher les mêmes techniques. Et par ailleurs, ce qu'on sait aussi entre niche et régime, c'est qu'on a 2 grandes dynamiques de transition des industries. On a premièrement l'émergence de nouveaux écosystèmes d'innovation, notamment la bioéconomie, c'est-à-dire le remplacement du pétrole par la biomasse et la transformation d'écosystèmes existants. Donc là, on est plutôt dans ce deuxième cas, dans le cas de l'agriculture et de la viticulture. Et ces communautés ont des cycles de vie, et là, ce qui confirme aussi l'intérêt de mettre en parallèle ces 2 perspectives multiniveaux, c'est qu'on a une vision assez proche et assez similaire sur la dynamique des communautés. On a une première phase d'émergence qui va correspondre à une première structuration, des communautés qui ont commencé d'émerger. On a une phase de mobilisation, on a une grosse dynamique qui participe à structurer le middle ground et ensuite on a une dynamique d'implémentation et donc là, l'objectif du papier, c'est aussi de réussir à comprendre, ce qui se passe. Donc on sait à peu près ce qui se passe à chaque étape, mais comment on passe d'une étape à l'autre, ce qui se passe dans le passage d'une étape à l'autre, premièrement et deuxièmement, c'est une littérature à la fois sur les écosystèmes d'innovation et en études de transition, qui généralement se focalise sur une communauté et là, l'objectif, c'est d'étudier la transformation du système socio-technique ou de l'écosystème d'innovation de la Champagne et de comprendre quel est le rôle aussi des interactions entre les différentes communautés. Alors en termes de méthodologie, alors si je vous présente rapidement, le «régime de la Champagne» entre guillemets, donc on a, 33 820 hectares, donc c'est une des plus petites, appellations en France. C'est 10% en du marché des vins mousseux dans le monde en volume, mais c'est 30% de la valeur. Donc il y a une très forte valorisation, du produit de la Champagne. C'est un produit d'exportation, on a 52% de la production qui est exportée. Alors ce qui est très important pour la suite, c'est qu'on a 80% des raisins qui sont produits par les viticulteurs, qui ne produisent que 20% des bouteilles et donc 80% des bouteilles sont produites par les maisons, type, je sais pas, Veuve Clicquot, Taittinger, et cetera, toutes les maisons qu'on connaît et ces maisons ne produisent donc que 20% des raisins. C'est-à-dire qu'on a donc dans l'organisation, dans la division du travail de la Champagne, c'est très important, on a cette division du travail qui est historique et on a une grande organisation qui s'appelle le Comité Champagne qui est né donc qui a tout ça c'est une très longue histoire, heu, mais la fonction du Comité Champagne, c'est d'organiser le fonctionnement de l'appellation et notamment sur plusieurs points ultra stratégiques pour la Champagne. Premièrement, la réserve, c'est-à-dire plus de 80 de mémoire, c'est plus de 90
même beaucoup plus que 90% des champagnes qu'on boit sont des vins non millésimés, c'est-à-dire que vous avez des mélanges d'années dedans, c'est une des seules appellations au monde à pouvoir le faire. On a une régulation de la quantité de raisin tous les ans, c'est-à-dire que courant août, vous avez le comité Champagne, donc il y a des réseaux très profonds dans toute la Champagne. Vous avez la carte hein, de la Champagne là, sur la droite qui se réunit. Donc vous avez des représentants du comité Champagne un petit peu partout. Vous avez dans les villages, vous avez des correspondants, etc. Et ils vont, compte tenu de l'évolution des raisins, de la maturité des raisins, des degrés d'acidité, etc., ils vont dire, OK, on commence, les vendanges vont aller de telle date à telle date, elles vont être ouvertes à telle date, de telle période à telle période, dans tel et tel village. Et ça, les quantités autorisées vont être définies. C'est-à-dire que vous pouvez, admettons, avoir produit 17 000 kilos vous avez un potentiel de récolte de 17 000 kilos, mais si ça a été le cas, par exemple, cette année, on dit c'est 10 000 kilos, c'est 10 000 kilos. Vous pouvez pas ramasser plus. Et vous avez une régulation du prix. Alors, jusqu'à il y a quelques années, vous aviez des prix définis, vous aviez des contrats pluriannuels sur les prix. Donc maintenant, c'est interdit du fait de la régulation sur la concurrence. Néanmoins, vous avez des systèmes de prix qui sont adossés à la qualité des raisins produits en fonction de l'appellation grand cru, premier cru ou sans cru. Et donc ensuite, vous avez comme ça des prix qui sont à vendre. Et donc ça, c'est pour le coup, c'est hyper important. Et par ailleurs, le comité Champagne a un rôle structurant aussi dans la R&D et le développement d'innovation en Champagne, puisqu'ils ont à peu près autour de 80 techniciens, ingénieurs R&D, etc., qui sont en charge de développer et de diffuser de nouvelles technologies en Champagne. Donc on est passé d'environ 30 millions de bouteilles en 1950, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, à 300 millions de bouteilles en 2023. Il y a eu un petit pic à 320 millions, 330 post-Covid, mais c'était surtout du rattrapage parce que les stocks étaient vides. Et maintenant, on est redescendu à 300 millions. Et donc, cette multiplication par 10, quand même, ce qui est énorme, a été très largement due à, premièrement, l'industrialisation du produit. D'accord. C'est-à-dire qu'on a certes étendu la surface de l'appellation, mais on a aussi standardisé le produit pour avoir le même champagne tous les ans, l'identité Veuve Clicquot, l'identité Tétinger, l'identité Pommery, Rodéa, ce que vous voulez, et par l'utilisation très forte d'intrants chimiques, donc notamment herbicides, insecticides, et évidemment les engrais. Alors, si on se tourne vers la question de la soutenabilité en Champagne, on a évidemment le changement climatique. Donc, on a déjà un changement dans l'identité du produit avec une augmentation du degré alcoolique. Ce qui fait que ça fait baisser l'acidité et l'identité du vin de Champagne, c'est quand même un vin acide. Donc, vous avez une baisse de l'acidité. euh, voilà. Ensuite, on a la conjonction de sécheresse et d'humidité très forte. Par exemple, cette année, j'étais avec des maisons cette semaine. Pour beaucoup, elles ont eu moins 50% d'apport de raisin en raison de l'humidité. Donc, on est dans une région septentrionale et donc vous avez mildiou, etc. On a à peu près tout eu en Champagne cette année. Et on a aussi des gelées dites tardives qui sont pas vraiment tardives en fait, et surtout qu'on a une augmentation du niveau moyen des températures. Et donc la vigne se réveille, sauf qu'elle se réveille à une période où il peut encore y avoir du gel. Et donc là, vous voyez les résultats hein, sur la droite des images de vignes gelées. On a évidemment de la perte de biodiversité et en termes d'émissions de CO2, donc évidemment en Champagne, alors c'est le cas dans l'ensemble de l'industrie du vin, mais en Champagne c'est d'autant plus vrai. Il y a un sujet sur la question des émissions de CO2 qui sont liées au poids de la bouteille, puisque dans une bouteille de champagne, vous avez environ 7 bars de pression, c'est-à-dire c'est la même pression que si vous descendez à 60 mètres en plongée. Vous avez 7 bars dedans, donc évidemment il faut que le verre soit résistant. Vous avez évidemment un peu de transport, etc. Voilà. Mais on voit que là, pour le coup, le packaging a un rôle important à jouer. C'est aussi important, ça c'est un élément important pour comprendre les stratégies. Alors en termes de méthodologie, donc l'idée ça a été d'étudier la formation du middle ground en Champagne, son évolution, les acteurs entre acteurs et communautés. Donc on a fait 50 interviews, on a collecté de la littérature grise, donc là on a à peu près plus ou moins 800 pages qui font l'objet d'une étude à part. On a, enfin, une autre étude.
On a également collecté des rapports et des études de marché, ainsi que de l'observation participante. Donc là, vous pouvez voir en bas à gauche, c'était une journée d'études. Enfin, ça s'appelle les journées Vignes ouvertes, qui est organisée par l'Association des champagnes bio, où vous avez des vignerons, etc., des employés de vignobles qui viennent et pour discuter, pour échanger des pratiques. Au milieu, vous voyez les caves de la maison Leclerc-Briand, donc qui expérimentent différents types de contenants. Et en bas à droite, là, j'étais allé nourrir les poules avec le vigneron que j'interviewais. Vous pouvez voir, il y a des petites poules là, parce qu'on était en plein milieu de l'interview, dans son gros, enfin, quasiment dans son salon. Il me dit, ah, attends, faut qu'on finisse l'interview dans les vignes, faut que j'aille nourrir mes poules. Voilà. Euh, donc en termes de résultats. Alors, ici, donc sur cette belle photo, alors juste pour la petite anecdote, hein, c'est juste derrière chez moi, on peut voir, en fait, c'est une photo qui est très intéressante, notamment pour les praticiens qui sont présents. Vous pouvez très clairement identifier différentes stratégies de traitement de la vigne et du vignoble. Donc là, en haut, on a une stratégie de l'upper ground, hein, on le voit bien. Donc c'est une photo qui a été prise en fin d'hiver dernier, autour de mars-avril, ouais, autour de mars. Donc vous voyez qu'il y a eu un passage de désherbant en haut, donc ça correspond à la stratégie de l'Upperground. Et juste en bas, il y a la stratégie de la viticulture alternative. Alors, en Champagne, c'est assez, qui correspondent à des labels. Donc en haut, on a le label haute valeur environnementale et le label champenois viticulture durable en Champagne. Et juste en bas, on a le label AB, le label Déméter, donc label en biodynamie. Alors, ce qui pour d'autres appellations, notamment sur les vins du Nouveau Monde, même si je n'ai pas trop l'appellation, ça peut avoir du sens d'avoir une entrée par les labels. En Champagne, ça a assez peu de rapport, puisque bien souvent, les vignerons ont... alors certains ont... Généralement, ils ont HVE, VDC, et pour les bio, certains refusent d'avoir HVE, VDC. Mais sinon, ils ont HVE, VDC, bio, et donc, auquel cas, on louperait, juste en entrant par les labels, en fait, on louperait un certain nombre d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt partir sur stratégie de part grande et stratégie de la viticulture alternative. Alors, comment se sont formées les communautés qui amènent à, euh, à ces approches différentes dans un même espace? Alors, premièrement, on a la communauté de la viticulture alternative qui a émergé dans les années 70 avec les 7 premiers domaines certifiés. Et vous pouvez voir en bas à droite une des toutes premières parcelles certifiées en bio à côté d'Épernay. J'ai réussi à la retrouver. Euh, et donc, on a ces 7 premiers domaines qui se sont installés. Donc, à l'époque, on était vraiment la vision de l'agriculture bio, c'était vraiment, il y avait une dimension à la fois culturelle, mais qui était aussi adossée à une vision politique, et à une vision de la ruralité, du retour à la terre, de la propriété des terres, et cetera. Courant des années 70, on a, Anselme Sélos, qui est une légende de la Champagne, qui vit au cœur de la Champagne, à Avise, dans la Côte des Blancs, juste à côté du lycée viticole d'Avise. Et Anselme Sélos, qui était destiné à aller au lycée viticole d'Avise, ne va pas à Avise, mais il va à Beaune, au nord de la Bourgogne, donc c'est pas très loin, hein, c'est à peu près à 2 heures en voiture d'Avise. Et là, donc il est formé en dehors de la Champagne. Deuxième hasard, deuxième coïncidence, il arrive à Beaune, et c'est là où il y a un des tout premiers programmes expérimentaux en France sur la viticulture durable, soutenable, en tout cas une viticulture non conventionnelle. Et il en bénéficie. Et par ailleurs, il continue son parcours et il va travailler en Espagne où il revient avec donc il apprend les cuvées parcellaires en Bourgogne, c'est-à-dire qu'en Bourgogne, on retrouve des dates de vendange sur des parcelles depuis le Moyen Âge. Donc il revient avec cette idée-là et il revient avec l'idée de la Solera. La Solera, c'est une idée qui s'applique très très bien en Champagne, puisque je vous rappelle qu'en Champagne, on peut mélanger les années. L'idée de la Solera, c'est qu'en fait, pour le résumer poétiquement, les vieux vins éduquent les jeunes vins. Autrement dit, vous avez une pyramide de tonneaux. Dans la pyramide d'en haut, admettons, vous mettez 50% de la nouvelle récolte, et les 50% restants, vous les répartissez dans les tonneaux du dessous, et ainsi de suite. Et donc, vous avez tout le temps des très vieux vins, vous pouvez avoir des Solera qui remontent à plus de 100 ans, avec des très jeunes vins. Et donc, cette idée-là marche en Champagne, puisque vous avez le droit de mélanger les années. Ça donne des types de vins assez particuliers, très intéressants à la dégustation. Et petite parenthèse, pour faire des vins pétillants, il faut deux fermentations. Une première fermentation
pour transformer le raisin en vin tranquille, et ensuite vous avez une deuxième fermentation pour transformer le vin tranquille en vin mousseux. Vous avez différentes approches. La méthode champenoise, c'est qu'ensuite la bouteille, vous allez avoir la fermentation va se refaire en bouteille et ensuite ça va vieillir et jusqu'à cette époque-là, jusqu'aux années 70, on avait tendance à pas faire des vins clairs de très bonne qualité et l'idée aussi de Sélos et cette idée qui va être développée dans une communauté autour de lui courant des années 80, c'est qu'il faut aussi commencer à faire des vins clairs de qualité. Et on a donc une communauté de la viticulture alternative qui se structure, par la contestation de l'industrialisation, avec 2 critiques très différentes, une mais qui à l'époque sont ensemble, sont mélangées. Une critique sur la question de la qualité des produits. On a l'idée de que faire des produits industriels, c'est des produits qui sont pas de bonne qualité et une critique de la soutenabilité disant que, bah, il faut pas utiliser d'intrants et cetera, parce qu'on constatait déjà les effets et donc, à cette époque, on a la formation des premiers manifestes et leur traduction en codebook, c'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on a la structuration complète des labels, que ça soit en France et en Europe. Ensuite, la phase de mobilisation s'est faite autour de 1993-94, où on a, la structuration au sein du groupe des jeunes du syndicat général des vignerons, c'est-à-dire vraiment dans l'Upperground, hein, de ces acteurs et en 1998, on a aussi l'association des champagnes biologiques qui s'est constituée et pendant les années 90, on a des expérimentations qui sont nombreuses avec des consultants et des vignerons d'Alsace et de Loire qui viennent en Champagne, où des voyages sont organisés pour qu'ils sortent parce qu'ils ne savaient pas le faire. À la fin des années 90, au tournant des années 2000, on a la sortie des viticulteurs orientés qualité, dont Sélos, qui en est sorti et qui a ensuite fait des émules. Donc ça, on l'a laissé de côté, pour l'étude, puisqu'on était vraiment sur la question de la transition écologique. Et pendant les années 2000, c'est à ce moment-là où on a le début des sessions de formation. On a vraiment plusieurs générations qui sont constituées, avec une forte idée de transmission et donc on a des sessions de formation qui sont organisées. On a, un grand événement qui est organisé en 2015 qui s'appelle, Alternative, Viticulture alternative et le Printemps des Champagnes, qui commence en 2008 et le principe du Printemps des Champagnes, c'était un événement, porté par les vignerons bio, qui voulaient faire goûter les vins clairs, donc faire goûter les vins clairs en Champagne goûter des vins clairs en Champagne, c'est très rare et inviter notamment des importateurs, à goûter des vins clairs, c'est, une très belle invitation, quand on vous invite à goûter des vins clairs, c'est une très belle invitation. Donc là, l'idée, c'est de dire: «Bah, on va faire goûter nos vins clairs pour faire connaître la qualité de nos vins». Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'effet des événements. Ici, vous voyez l'évolution des surfaces converties par année. Donc là, en bio, en Champagne, hein, on a à chaque fois, comme ça, c'est pas très régulier. Vous voyez qu'on a notre événement en 2015, qui était un pic, on était vraiment dans le fond, là, vraiment, c'est très peu de conversions et donc évidemment, sur les 3 ans de conversion, vous voyez que là, on a eu cet effet très fort. Alors évidemment, on peut pas le mesurer, pas vérifier la corrélation statistique, mais on voit quand même qu'à ce moment-là, il y a eu une très forte évolution, des surfaces converties par année. Et ensuite, on a eu de nouveau une baisse. Et donc là, la question qui se pose aujourd'hui est celle est-ce qu'on arrive à la phase d'implémentation, ou pas? Il y a des questions qui se posent, notamment en termes de structuration des connaissances, en termes de structuration de la communauté et aussi de la connaissance du marché. Puisque une fois que les premiers marchés ont été ouverts, il s'agit de continuer à étendre les marchés, il y a des nouvelles questions qui se posent. Alors, si on regarde l'histoire de la communauté de l'Upperground, contrairement aussi à beaucoup de choses qui se disent en Champagne, l'Upperground de la Champagne a commencé très tôt à réfléchir sur la question de la transition écologique et s'est structuré autour du manifeste de la viticulture raisonnée, qui est donc l'idée qu'il faut diminuer la quantité des intrants de synthèse pour pouvoir continuer à utiliser les intrants, pour que ce soit acceptable de les utiliser, parce que les produits sont plus efficaces, parce qu'on sait ils sont par exemple plus concentrés, mais on sait aussi mieux les appliquer et cetera. Et on a aussi des premières expérimentations sur de nouvelles variétés à la fin des années 80 et notamment cette nouvelle variété, le Voltis a été autorisé il y a 2 ou 3 ans. Donc en Champagne, maintenant, vous avez 7 cépages historiques, les 3 principaux qui sont Pinot Noir, Chardonnay, Meunier, plus, 4 autres, plus ce nouveau cépage qui s'appelle le Voltis, qui a été fait pour être un cépage qui résiste et qui s'adapte, enfin qui résiste mieux à l'évolution du climat. Et on a des programmes spécifiques qui traduisent le manifeste de la viticulture raisonnée en grammaire, notamment pour, mesurer
les quantités produites, et on a aussi des réflexions sur les déchets, sur l'économie circulaire, etc. Là, vous voyez bien déjà que c'est pas des sujets que j'ai mentionnés quand il s'agissait de la viticulture alternative. On a eu le premier bilan carbone d'une région viticole, en 2002, bilan carbone qui a été traduit dans des plans eau, biodiversité et carbone en 2003, avec pour objectif de définir des outils de management standardisés. Heu, alors dans les interviews, ce que j'ai découvert, c'est que donc ça a été mis au point par des agronomes qui ont pris au sérieux les outils de management. C'est-à-dire qu'en école de commerce, on apprend à nos étudiants, futurs managers, qu'il doit y avoir de l'amélioration continue pour faire de la RSE, ce qui est souvent oubliés une fois ils arrivent en entreprise. Et là, non. C'est les ingénieurs agronomes qui n'ont pas oublié, cet aspect-là de l'amélioration continue. Donc il y a eu une réévaluation en 2013 qui a donné lieu à la COP Champagne en 2015, donc en parallèle, de Paris, hein, pour redéfinir les plans d'action. Et on a eu notamment, à ce moment-là, en phase de mobilisation, le lancement d'un réseau pour diffuser la confusion sexuelle, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser des intrants de synthèse, on a des petits boîtiers d'hormones qui sont répartis un peu partout, quasiment toute la Champagne, la conventionnelle les utilise, et un réseau réduction des intrants pour structurer, des communautés de pratique. En termes de phase de mobilisation, on a également un label vin de Champagne, le fameux label VDC qui a été lancé, en 2014, qui est souvent associé avec, le label, haute valeur environnementale, où là, contrairement au label bio qui, certifie un produit, là, c'est l'exploitation qui est certifiée, et qui a en fait surtout permis de structurer un marché interne de la Champagne. Puisqu'en fait, déjà en Champagne, en dehors du monde économique de la Champagne, personne connaît, ce label, et à l'extérieur de l'appellation, enfin en dehors, même enfin, personne ne connaît ce label-là. En revanche, il est très utilisé en Champagne, puisqu'à partir une fois que vous avez des raisins labellisés, vous pouvez évidemment bénéficier d'une prime, de soutenabilité sur vos raisins, et cetera, puisque de plus en plus, les maisons sont demandeuses de produits certifiés ou de produits avec d'une meilleure qualité environnementale. Donc en fait, ça participe à structurer un marché interne à la Champagne. Et on a la reconnaissance de l'approche, AB, enfin bio, en 2018, approche qui n'était pas vraiment considérée, avant, et donc elle est à partir de 2018, elle est clairement intégrée comme faisant partie intégrante des stratégies de soutenabilité en Champagne. Et on a une phase d'implémentation qui est aujourd'hui en cours d'émergence, puisque ce qui était impensable il y a encore 3 ou 4 ans est arrivé cette année. On va avoir effectivement l'interdiction des herbicides. Donc ça, c'était en débat, mais l'interdiction des herbicides va faire partie du cahier des charges de l'appellation. C'est-à-dire que si vous utilisez des herbicides, vous pouvez plus qualifier votre produit comme étant en Champagne, ce qui est pour le coup dissuasif d'utiliser des herbicides. Et ce résultat, on peut vraiment le comprendre comme, le résultat des interactions et notamment des pressions qui sont venues de la communauté de la viticulture alternative. Parce que comme je vous le disais, réduire uniquement, au bio, ça serait trompeur, et là on le voit aussi puisqu'en fait vous avez, il y a une pétition qui est sortie l'année dernière dans le journal Le Monde, dans le quotidien Le Monde, pour appeler à l'interdiction des herbicides, parce qu'il y avait eu des avancées, des retours en arrière, et cetera. Et quand vous regardez qui sont les signataires, vous n'avez pas que des bio, vous avez aussi des viticulteurs qui sont en cours de réduction, qui sont dans une stratégie entre conventionnel et bio, qui sont vraiment entre les 2. Donc ça, on peut le comprendre, pas parce qu'on a justement un middle ground, qui désormais existe depuis les années 2010 en Champagne. Donc notamment l'événement, Printemps des Champagnes en 2008, au début, c'était un événement confidentiel qui était, dans un village, beau village, mais village quand même de la montagne de Reims, donc c'était ni à Épernay ni à Reims, c'était uniquement pour les bio, et cetera. Et maintenant, le Printemps des Champagnes, ça dure une semaine, et c'est un gros événement où vous avez, des importateurs, beaucoup d'importateurs qui viennent, et vous avez plein de petites communautés qui ont émergé. Vous avez même des vignerons qui sont dans plusieurs communautés, qui passent d'une communauté à l'autre, d'un groupe de vignerons à l'autre, plutôt pour des questions de relations interpersonnelles et de façon de voir les choses globalement. Et on a donc le comité Champagne qui joue un rôle fort, qui a ouvertement une stratégie maintenant de communauté d'innovation, sur des sujets qui peuvent être qui sont portés par des vignerons. Vous avez aussi des groupes, d'échanges, qui existent et qui sont portés. Aujourd'hui, le comité Champagne, donc a des ré historiquement, la Champagne a des réseaux très profonds, donc ça remonte aux premières crises, phylloxériques de la fin du 19e siècle.
Euh, et donc le comité Champagne a des réseaux très profonds un peu partout, et donc vous avez une hésitation, est-ce qu'on utilise les réseaux déjà existants, ou est-ce qu'on crée des nouveaux réseaux? Sauf que quand on interviewe les vignerons, on s'aperçoit qu'en fait, ils refont déjà les réseaux parce que, en fonction de leurs affinités, de qui sont leurs voisins, de comment leurs voisins produisent, etc., potentiellement, ils vont aller dans d'autres endroits où on ne les attendait pas. Et on a évidemment des projets, notamment des projets qui sont portés par l'Agence de l'eau, qui sont aussi soutenus par le comité Champagne et des grandes, euh, des grandes maisons, des grandes coopératives. On a, comme je disais, des groupes de partage d'expériences et on a des stratégies de R&D plutôt. Alors, on a l'expérimentation informelle avec une difficulté à formaliser dans la viticulture alternative et des acteurs qui font de la R&D plus traditionnelle dans les grandes maisons, parce que c'est les maisons qui ont les capacités de mener la R&D. Et on a le comité Champagne qui sert d'interface, entre guillemets, ou de plateforme de traduction. Alors pour conclure, alors je suis désolé, je m'aperçois que j'ai oublié de traduire cette slide-là. Donc dans la phase d'émergence, comme je disais, on a la définition du manifeste et le passage de l'émergence à la mobilisation se fait, là, c'est très marqué par le moment où des acteurs commencent à disposer d'un espace, d'un endroit où se réunir qui n'est pas dans le salon ou sur la table de la cuisine. Si je peux me permettre de le dire comme ça, c'est-à-dire que ça commence à être reconnu et on a une légitimité qui commence à se faire, qui peut se faire aussi par le développement de labels, puisque les labels ont quand même une portée vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis des pouvoirs publics. Et la différence entre le moment de l'émergence et la mobilisation, c'est qu'on a la politisation de certaines technologies. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, le fait d'être sans intrants, d'utiliser des pratiques sans intrants ou travail du sol, etc., par exemple le travail du sol, à ce moment-là était devenu une pratique, a été politisé. Et en termes de connaissances et d'innovation, c'est aussi un moment où on a un début de codification, ce qui permet de faire décroître le coût de l'exploration et donc de faciliter l'appropriation des communautés. Et là, on a des communautés qui commencent à donner du sens. Et ensuite, on a le passage de la mobilisation à l'implémentation, qui se fait vraiment par la formalisation d'une grammaire et par l'exploration de techniques. On a une vision, on voit à peu près les techniques qui peuvent fonctionner pour nous, et maintenant on regarde quelles sont celles qui fonctionnent vraiment pour nous et comment nous on peut les mettre en place, c'est la réflexion des communautés. Et ça passe aussi par la dépolitisation de certains sujets. C'est pour ça que que la question notamment de l'abandon des herbicides était une question hautement politique. Il y a encore quelques années, vous disiez, bah non, moi je n'utilise pas d'herbicides, vous étiez en viticulture alternative. Aujourd'hui, vous pouvez être en viticulture raisonnée et pas du tout avoir, et pas, et la perception n'est plus du tout la même. On a aussi la formalisation de projets d'innovation et des projets qui ont aussi pour ambition de diffuser des techniques. Donc, ça veut dire qu'on a des techniques à diffuser à plus grande échelle. Et donc là, ça veut dire qu'on arrive dans des phases de trajectoire d'innovation qui vont s'auto-renforcer, et on passe donc sur des communautés de pratiques où la question n'est plus sur la façon de se donner du sens. Alors là, ce qui n'apparaît pas complètement dans la présentation, mais ce qui apparaît dans le papier, c'est que ces deux communautés ont évolué à des vitesses différentes et à des échelles de temps différentes. Et donc, on le voit bien, je pense, sur la question des herbicides, c'est parce qu'on a eu une pression, aussi une pression politique, etc., de la part de la viticulture alternative, qu'on a cette pratique très forte, donc qui a un impact fort. C'est-à-dire, vous arrêtez d'utiliser des intrants, il faut bien se débarrasser des mauvaises herbes, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler le sol, etc. Ça implique des techniques. Euh, donc, voilà, j'en arrive vraiment à ma dernière slide. Euh, Malgré tout, donc on a un upper ground qui commence à diffuser des pratiques, mais qui a une approche toujours très linéaire et orientée vers la diffusion, et qui se pose une question très forte, qui est un arbitrage entre soit une stratégie de gamme, autrement dit, vous êtes une grande maison, vous avez vous avez votre entrée de gamme, vous avez votre millésimé, votre rosé, vous avez deux, trois cuvées prestige, entre guillemets, et maintenant vous mettez une cuvée bio, parce que vous avez une demande, ou alors vous transformez complètement votre gamme et votre appellation. Dans les grandes maisons, on voit les deux approches, qui ont des rationalités qui se débattent, mais en tout cas, les deux existent. On a aussi des manifestes on s'aperçoit qu'on a des manifestes qui ont des cycles de vie, puisque par exemple, en termes de bio, maintenant, puisque les herbicides sont interdits, quel est le statut du manifeste bio?
Et comment ça se passe? Et on voit aussi que régulièrement, que par exemple, on était passé du bio à la viticulture alternative et qu'on a aussi cette fameuse pétition que je mentionnais sur l'abandon des herbicides qui peut aussi agir comme un nouveau manifeste pour les acteurs de la Champagne. On a parfois un problème d'un manque d'un space partagé pour, la communauté de la viticulture alternative, parce qu'on retrouve, des acteurs en biodynamie qui revendiquent une marginalité avec, des acteurs, qui peuvent être même dans la même salle, bien s'entendre et cetera, mais d'autres qui vont dire: «Bah non, en fait, moi je suis pas un marginal, certes on est en bio, en biodynamie, mais on est une maison, nous on a aussi l'image de la Champagne et nous on n'est pas des marginaux, on n'a pas une revendication et sinon vous pouvez avoir, une ambiance, vous me passerez l'expression, très roots, dans des dégustations, de coteaux champenois, par exemple. Et ce qu'on peut constater parfois aussi sur certaines communautés, c'est qu'on peut avoir tendance à avoir une volonté d'une sortie trop rapide de la phase de mobilisation. C'est-à-dire que parfois on a des acteurs qui sont où en fait le la communauté n'a pas atteint un niveau de communauté épistémique et donc c'est pas rentré complètement dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'entrevoir le changement, l'innovation, la conduite des pratiques et donc le fait de vouloir passer tout de suite à l'implémentation, on passe sur d'autres actions qui vont pas renforcer la réorganisation qui doit être en cours et donc je pense qu'en termes aussi de management, soit de réseau, soit d'appellation et cetera, il y a un enjeu très fort à être capable d'identifier où en sont les communautés de pratique, puisqu'évidemment c'est un rôle à jouer, où elles en sont et de pas proposer les mêmes outils, en fonction, des communautés. Mais par ailleurs, le fait d'avoir des acteurs qui sont sortis peut-être un peu rapidement dans leur stratégie, de la phase de mobilisation, peut être aussi permis d'enrichir le miel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ah, j'ai fait 40 minutes 43, on avait dit 40 minutes, donc c'est bon et profite également pour remercier donc évidemment, Patrick, mon coauteur, et les financeurs de ma chaire, donc la Caisse d'épargne Grand Est Europe, la CCI, la région Grand Est, l'ANR et la société Carbonneau et donc évidemment, elles n'ont eu aucun rôle dans, la définition de l'étude. Je vous remercie.